Dans la chaleur écrasante de Montpellier, quelque chose semblait imperceptiblement se fissurer, comme si l'équilibre fragile entre les apparences et la vérité venait d'atteindre un point de rupture silencieux. Johanna, plongée dans le dossier des Perrault, ressentait ce trouble diffus qui ne trompait jamais. Ce n'était pas simplement une affaire juridique de plus, ni un conflit classique entre locataires et promoteurs immobiliers. Non, derrière les lignes bien rangées des contrats et les discours rassurants de Guillaume Sérignan, il y avait une dissonance, une faille presque invisible mais profondément dérangeante. Depuis plusieurs jours, elle s'efforçait de maintenir une posture professionnelle, rationnelle, fidèle à ce qu'elle avait toujours été, une avocate méthodique, rigoureuse, attachée aux faits plus qu'aux impressions. Pourtant, chaque échange avec Sérignan la laissait avec une sensation d'inachevé, comme si certaines réponses étaient trop bien construites pour être honnêtes. Il parlait avec assurance, promettait des solutions, évoquait des démarches en cours, mais jamais il ne livrait de preuves concrètes, jamais il ne dissipait totalement le doute. C'est dans cet état d'esprit qu'elle accueillit les paroles de Salomé, qui vinrent tout bouleverser. La jeune femme, déjà fragilisée par l'incertitude qui pesait sur son avenir, ne cherchait plus à masquer son inquiétude. Son regard trahissait une fatigue morale profonde, une lassitude née de promesses répétées et jamais tenues. Lorsqu'elle confia à Johanna que Sérignan leur mentait, quelque chose bascula définitivement. Ce n'était pas une accusation lancée à la légère, mais le fruit d'un ressenti accumulé, d'une observation attentive de détails que seuls ceux qui vivent la situation peuvent percevoir. À cet instant précis, Johanna comprit qu'elle ne pouvait plus se contenter de croire, ni même d'espérer que tout finirait par s'arranger. Elle devait vérifier, creuser, confronter les faits à la réalité tangible. Le dossier, jusque-là perçu comme une négociation délicate, devenait une enquête, presque une quête de vérité. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, d'autres tensions prenaient forme, nourries par des enjeux tout aussi personnels que stratégiques. Catherine, fidèle à elle-même, refusait de céder le moindre terrain lorsqu'il s'agissait de son fils. L'annonce du mariage imminent entre Boris et Muriel ne faisait que renforcer ses soupçons. Elle ne voyait pas dans cette union une simple histoire d'amour, mais une manœuvre calculée, une tentative de sécurisation financière dissimulée sous les apparences d'un engagement sentimental. Dans son esprit, tout s'imbriquait avec une logique implacable. Muriel, avec son enfant, cherchait avant tout à garantir l'avenir de ce dernier. Et quoi de plus efficace que de s'attacher à Boris, héritier d'un patrimoine conséquent, encore vulnérable face aux manipulations affectives? Catherine ne se contentait pas de penser cela, elle en était convaincue avec une certitude presque viscérale. Cette conviction nourrissait une colère froide, une détermination à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Laurine, observant sa mère, tentait d'apporter une nuance, une forme de recul qui semblait cruellement manquer à Catherine. Elle lui reprochait son manque de diplomatie, sa manière frontale d'aborder les choses, qui risquait davantage de braquer Boris que de le protéger. Mais Catherine n'était pas dans une logique d'apaisement. Pour elle, il ne s'agissait pas de ménager les susceptibilités, mais d'empêcher une catastrophe annoncée. Chaque mot de Muriel, chaque geste de Boris, était interprété à travers ce prisme de méfiance absolue. Dans cette atmosphère tendue, Boris, lui, s'enfermait dans une position de plus en plus rigide. Blessé par l'attitude de sa mère, qu'il percevait comme une attaque injustifiée contre la femme qu'il aimait, il refusait désormais toute remise en question. Il ne s'agissait plus seulement de défendre Muriel, mais de s'affirmer face à Catherine, de tracer une frontière claire entre sa vie et l'influence maternelle. Cette posture, loin d'apaiser les tensions, ne faisait qu'alimenter le conflit, rendant toute réconciliation de plus en plus improbable. Dans le même temps, Johanna poursuivait son travail avec une intensité renouvelée. Elle reprit contact avec Sérignan, cherchant à tester la cohérence de ses déclarations, à identifier d'éventuelles contradictions. Lorsqu'elle évoqua les Perrault, elle observa attentivement sa réaction, guettant le moindre signe de malaise. Mais l'homme resta égal à lui-même, évoquant des démarches en cours, promettant de se rapprocher d'Inès pour accélérer les choses. Tout semblait parfaitement maîtrisé, presque trop. C'est alors que Johanna décida de franchir une étape supplémentaire. Elle ne pouvait plus se contenter de paroles, elle devait confronter le dossier à la réalité du terrain. Cette décision marquait un tournant dans son approche, elle quittait le cadre abstrait des échanges juridiques pour entrer dans une investigation concrète, presque instinctive. Pendant ce temps, la situation des Perrault continuait de se dégrader. L'espoir d'un accord à l'amiable s'effritait peu à peu, laissant place à une angoisse sourde. Mélanie, pragmatique, commençait à envisager d'autres solutions, consciente que le temps jouait contre eux. Salomé, quant à elle, se projetait déjà dans un avenir qu'elle redoutait, celui d'un départ forcé vers Béziers, loin de tout ce qui constituait son quotidien.
Cette perspective la plongeait dans une tristesse profonde, mêlée d'un sentiment d'injustice difficile à contenir. Pablo, fidèle à son tempérament, refusait de céder à la fatalité. Il cherchait des alternatives, des contacts, des solutions qui permettraient d'éviter le pire. Sa proposition d'aller voir le beau-père d'Achille témoignait de cette volonté de ne pas rester passif, de continuer à se battre même lorsque tout semblait compromis. Dans un registre différent mais tout aussi chargé d'émotions, Muriel et Boris annoncèrent officiellement leur projet de mariage à Elisabeth. L'automne se voulait simple, presque apaisé. Une cérémonie en petit comité, prévue dans quelques semaines avec la présence des proches essentiels. Derrière cette annonce, il y avait une volonté de normaliser leur union, de la présenter comme une évidence, une étape naturelle dans leur relation. Elisabeth, attentive, accueillit la nouvelle avec une réserve mesurée, consciente des tensions sous-jacentes. Elle percevait les enjeux, les non-dits, les conflits larvés qui entouraient cette décision. Mais elle choisit, pour l'instant, de ne pas attiser le feu, préférant observer, comprendre, laisser les choses se révéler d'elles-mêmes. À la paillote, un autre affrontement prenait forme, plus direct, plus brut. Henrik, incapable de contenir ses doutes, interpella Inès sur le dossier des Perrault. Sa démarche était frontale, presque accusatrice, portée par une inquiétude sincère. Il voulait comprendre, obtenir des réponses claires, dissiper les zones d'ombre qui entouraient cette affaire. Inès, fidèle à sa ligne de défense, se retrancha derrière le contrat. Elle évoqua les clauses, les obligations, les distances autorisées pour le relogement, comme si tout se résumait à une lecture stricte des documents. Pour elle, il n'y avait pas d'arnaque, seulement des locataires qui n'avaient pas pris la peine de lire ce qu'ils signaient. Cette posture, loin de convaincre, ne fit qu'accentuer le malaise. Lorsqu'elle quitta les lieux, laissant derrière elle une tension palpable, Henrik resta profondément troublé. Ce qu'il venait d'entendre ne le rassurait pas, bien au contraire. Il avait désormais la conviction que quelque chose de profondément malsain se tramait, une mécanique bien huilée qui broyait des familles sous couvert de l'égalité. De son côté, Johanna poursuivait sa réflexion, confrontée à une évidence de plus en plus difficile à ignorer. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image bien différente de celle que Sérignan s'efforçait de présenter. Ce n'était plus seulement une question de lenteur administrative ou de mauvaise communication, mais la possible existence d'un système organisé, d'une stratégie visant à contourner les obligations tout en préservant les apparences. À cet instant, elle comprit que son rôle dépassait largement celui d'une simple avocate. Elle devenait le point de bascule entre le mensonge et la vérité, entre l'acceptation passive et la lutte active. Et quelque part, au fond d'elle, une détermination nouvelle prenait forme, nourrie par le sentiment que ce combat était juste, nécessaire, inévitable. L'élan pris par Johanna ne pouvait plus être freiné. Ce qui n'était encore, quelques heures auparavant, qu'un doute diffus s'était transformé en une nécessité urgente d'aller au bout des choses. Elle savait que chaque minute comptait désormais, car plus elle avançait dans cette affaire, plus elle pressentait que le système mis en place par Guillaume Sérignan reposait sur une mécanique bien rodée, difficile à démonter sans preuve solide. Elle décida alors de quitter le confort de son bureau pour se confronter directement au terrain. Ce déplacement n'était pas anodin. Il traduisait une rupture dans sa manière d'aborder le dossier. Elle ne se contentait plus d'analyser des documents ou d'écouter des versions contradictoires, elle allait chercher la réalité brute, celle qui ne se maquille pas derrière des clauses juridiques ou des discours rassurants. Lorsqu'elle arriva devant l'immeuble concerné, un sentiment étrange l'envahit. L'endroit semblait calme, presque banal, loin de l'image d'un lieu au cœur d'un conflit majeur. Pourtant, quelque chose ne collait pas. L'atmosphère elle-même semblait porter les traces d'une histoire récente, comme si les murs avaient été témoins de décisions prises loin des regards, dans une discrétion calculée. Elle prit le temps d'observer, de s'imprégner des lieux, avant d'entamer la moindre démarche. Chaque détail comptait désormais, l'état des appartements, la présence ou non de locataires, les signes d'une occupation récente ou, au contraire, d'un abandon organisé. Très vite, une évidence s'imposa à elle, ce qui devait servir de solution de relogement n'avait rien d'un espace en attente. L'immeuble vivait déjà, occupé, intégré dans un circuit qui n'avait plus rien à voir avec la promesse initiale faite au Perrault. Sa rencontre avec le gardien fut déterminante. L'homme, d'abord méfiant, finit par répondre à ses questions avec une franchise inattendue. Ce qu'il lui révéla confirma ses pires soupçons. Les appartements dont il était question avaient été vendus. Pas récemment, pas dans une zone grise, mais de manière claire, assumée, inscrite dans une logique commerciale parfaitement maîtrisée. À cet instant, le choc fut à la hauteur de l'enjeu. Johanna resta silencieuse quelques secondes, laissant les informations s'ancrer en elle.
Ce n'était plus une hypothèse, ni même une suspicion, c'était une réalité incontestable. Les logements promis au Perrault n'étaient pas simplement indisponibles, ils avaient été détournés de leur fonction initiale, utilisés dans un autre but, au mépris des engagements pris. Cette découverte marquait un point de non-retour. Elle ne pouvait plus se contenter d'espérer une solution négociée. Le dossier venait de basculer dans une dimension beaucoup plus grave, où la question de la légalité même des actions de Sérignan se posait avec une acuité nouvelle. Pendant ce temps, les tensions continuaient de s'accumuler dans les différentes sphères de cette affaire, comme si chaque personnage avançait vers une confrontation inévitable sans encore en mesurer toutes les conséquences. Chez les Perrault, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. L'espoir d'un arrangement à l'amiable s'était presque entièrement dissipé, remplacé par une résignation mêlée de colère. Mélanie, habituellement pragmatique, se retrouvait confrontée à une réalité qu'elle refusait encore d'accepter pleinement, celle d'un système qui les dépassait, contre lequel ils semblaient impuissants. Salomé, quant à elle, oscillait entre peur et détermination. L'idée de devoir quitter Montpellier pour Béziers n'était plus une simple éventualité, mais une menace concrète qui pesait sur son quotidien. Elle tentait de se projeter, d'imaginer une vie ailleurs, mais chaque tentative se heurtait à une résistance intérieure, comme si une partie d'elle refusait catégoriquement d'abandonner ce qu'elle considérait comme son foyer. Pablo, fidèle à lui-même, continuait de chercher des solutions, multipliant les pistes, les contacts, les hypothèses. Son énergie contrastait avec l'abattement ambiant, mais elle révélait aussi une forme d'urgence, presque désespérée. Il refusait d'accepter que tout soit déjà joué, que leur sort soit scellé sans possibilité de recours. Dans un autre registre, Boris et Muriel avançaient dans leur projet de mariage avec une détermination qui semblait défier les obstacles. Leur annonce à Elisabeth n'était pas seulement une formalité, mais une manière d'ancrer leur décision dans une réalité sociale, de la rendre officielle, presque irréversible. Muriel, en particulier, affichait une assurance qui pouvait troubler. Elle semblait parfaitement consciente des enjeux, des regards, des jugements, mais elle ne laissait rien paraître. Derrière cette façade, pourtant, se cachait une volonté claire, sécuriser son avenir, et surtout celui de Thomas. Ce projet de mariage n'était pas uniquement sentimental, il portait en lui une dimension pragmatique, presque stratégique. Boris, de son côté, apparaissait de plus en plus enfermé dans son choix. Les critiques de Catherine ne faisaient que renforcer sa position, comme si chaque attaque contre Muriel était perçue comme une remise en cause personnelle. Il ne voulait plus entendre, plus discuter, plus nuancer. Il avançait, droit devant, convaincu que c'était la seule manière de préserver ce qu'il considérait comme essentiel. Cette dynamique ne faisait qu'exacerber la frustration de Catherine. Plus elle tentait de s'opposer, plus elle sentait qu'elle perdait prise sur son fils. Cette perte de contrôle était sans doute ce qui la perturbait le plus profondément. Elle n'était pas simplement en désaccord, elle se sentait dépossédée de son rôle, de son influence, de sa capacité à orienter les choix de Boris. Dans ce contexte déjà tendu, la scène à la paillote entre Henrik et Inès prenait une dimension particulière. Ce n'était pas un simple échange, mais un affrontement direct entre deux visions opposées de la réalité. Henrik, porté par une inquiétude sincère, cherchait des réponses. Inès, fidèle à sa logique, se retranchait derrière les textes, les contrats, les clauses. Leur dialogue, loin de clarifier la situation, mettait en lumière un fossé profond. Pour Henrik, il était évident que quelque chose clochait, que la situation des Perrault ne pouvait pas être réduite à une simple question de lecture contractuelle. Pour Inès, au contraire, tout était clair, réglé, inscrit dans un cadre légal qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Lorsqu'elle quitta la paillote, laissant derrière elle une tension palpable, Henrik resta immobile, comme figé par ce qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, mais la manière dont elle l'avait dit, cette absence totale de remise en question, cette froideur presque mécanique. Gary tenta de relativiser, de calmer le jeu, mais Henrik n'était plus dans cet état d'esprit. Une conviction s'était installée en lui, profonde, tenace. Inès n'était pas simplement une exécutante, elle faisait partie d'un système, d'un ensemble de pratiques douteuses qu'elle assumait pleinement. Pendant ce temps, Johanna, encore marquée par sa découverte, prenait conscience de l'ampleur du problème. Ce qu'elle avait vu, entendu, compris, ne pouvait plus être ignoré. Elle savait que la suite serait difficile, que chaque étape nécessiterait des preuves, des confirmations, des démarches précises. Mais au-delà de l'aspect juridique, c'était une question morale qui se posait désormais. Pouvait-elle rester neutre face à une situation aussi flagrante? Pouvait-elle continuer à traiter ce dossier comme un simple litige, alors que des familles entières risquaient de se retrouver à la rue à cause de pratiques qu'elle jugeait profondément injustes?
Dans cette réflexion, une transformation s'opérait en elle. Elle ne se voyait plus seulement comme une avocate, mais comme un acteur clé dans une lutte qui dépassait le cadre individuel. Les Perrault n'étaient plus de simples clients, ils devenaient le symbole d'un combat plus large, celui de la justice face à des mécanismes de pouvoir opaques. Et au moment où cette prise de conscience s'installait, une certitude s'imposa à elle, rien ne serait plus comme avant. Le retour de Johanna à Montpellier ne ressemblait en rien à ses trajets habituels. Cette fois, elle ne rentrait pas simplement avec des notes à classer ou des arguments à affiner. Elle revenait avec une vérité lourde, dérangeante, presque écrasante dans sa clarté. Ce qu'elle avait découvert sur l'immeuble de Sérignan ne laissait plus aucune place au doute, les logements destinés aux Perrault n'existaient plus en tant que solution. Ils avaient été absorbés par un autre circuit, détournés de leur finalité initiale, transformés en simples marchandises. Dans la voiture, le silence lui pesait. Elle rejouait mentalement chaque détail, chaque mot du gardien, chaque élément observé sur place. Tout s'imbriquait désormais avec une cohérence troublante. Les promesses de Sérignan, ses réponses évasives, l'assurance d'Inès. Rien n'était improvisé, tout semblait orchestré, pensé en amont, comme un mécanisme parfaitement huilé destiné à gagner du temps, à épuiser les locataires, à les pousser à accepter l'inacceptable. En franchissant la porte de son bureau, Johanna ne ressentit pas le soulagement habituel du retour dans un espace maîtrisé. Au contraire, elle eut la sensation d'apporter avec elle une tension nouvelle, une responsabilité accrue. Elle n'était plus seulement en train de gérer un dossier complexe, elle détenait une information qui pouvait faire basculer toute l'affaire. Très vite, elle chercha un point d'ancrage, quelqu'un à qui confier ce qu'elle venait de découvrir. C'est vers Sabine qu'elle se tourna, instinctivement. Leur relation, faite de confiance et de franchise, lui offrait un espace où elle pouvait déposer ses doutes sans filtre. Lorsqu'elle lui exposa la situation, les mots sortirent avec une intensité contenue. Elle expliqua l'immeuble, les appartements vendus, les contradictions flagrantes entre les engagements de Sérignan et la réalité. Sabine l'écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant au fil du récit. À mesure que les éléments s'accumulaient, une colère froide prenait forme en elle. Pour Sabine, la conclusion était immédiate, presque instinctive. Il n'y avait pas d'ambiguïté, pas de zone grise à explorer. Sérignan exploitait la situation, profitait de familles vulnérables pour maximiser ses gains. Elle ne chercha pas à tempérer ses propos, qualifiant sans détour ses pratiques d'ordure, de comportement indigne. Sa réaction, brutale dans sa sincérité, eut un effet étrange sur Johanna. Elle ne la choqua pas, elle ne la freina pas. Au contraire, elle valida ce qu'elle ressentait déjà, au plus profond d'elle-même. Pourtant, malgré cette indignation partagée, Johanna restait attachée à une certaine rigueur. Elle savait que l'émotion, aussi légitime soit-elle, ne suffirait pas. Il lui fallait des preuves, des éléments solides, des arguments irréfutables. Ce qu'elle avait découvert était un point de départ, pas une conclusion. Dans le même temps, ailleurs, les lignes continuaient de bouger, parfois de manière imperceptible, mais toujours dans le sens d'une tension croissante. Chez les Perrault, l'idée même d'un accord à l'amiable semblait désormais illusoire. Mélanie, qui avait longtemps voulu croire à une issue négociée, commençait à envisager sérieusement une autre voie. Cette évolution n'était pas le fruit d'un simple changement d'humeur, mais la conséquence directe d'une accumulation de déceptions, de promesses non tenues, de signaux contradictoires. Salomé, de son côté, se retrouvait prise dans un conflit intérieur difficile à apaiser. Elle oscillait entre l'envie de se battre et la peur de tout perdre. L'idée de quitter Montpellier continuait de la hanter, mais elle n'était plus seule à porter ce poids. Les discussions avec Johanna, les réactions de Pablo, l'évolution du dossier. Tout contribuait à transformer son inquiétude en une forme de résistance. Pablo, justement, incarnait cette résistance avec une énergie presque contagieuse. Il refusait d'abandonner, de céder à la fatalité. Chaque piste, même fragile, devenait pour lui une opportunité. Il n'était pas naïf, il savait que la situation était critique, mais il refusait de considérer que tout était déjà perdu. Pendant ce temps, dans un autre cercle, plus feutré mais tout aussi tendu, la question de l'adoption de Thomas ajoutait une nouvelle couche de complexité. Claudine, avec son approche juridique rigoureuse, apporta une précision qui changeait profondément la perception de la situation. L'adoption, une fois prononcée, ne pouvait pas être simplement annulée comme une décision administrative. Elle ne pouvait être remise en cause qu'a posteriori, dans un cadre spécifique, avec des conditions strictes. Cette information, en apparence technique, avait des implications majeures. Elle signifiait que les choix en cours, notamment ceux de Boris et Muriel, s'inscrivaient dans une temporalité irréversible. Une fois certaines étapes franchies,
il ne serait plus possible de revenir en arrière sans passer par des procédures lourdes, incertaines. Sabine, en entendant cela, prit la mesure de l'enjeu. Ce qui se jouait n'était pas seulement une question sentimentale ou familiale, mais un engagement profond, structurant, aux conséquences durables. Dans ce contexte, Catherine ne relâchait rien. Son opposition au mariage de Boris et Muriel ne faiblissait pas, bien au contraire. Plus les événements avançaient, plus elle se sentait confortée dans ses convictions. Elle voyait dans chaque décision de son fils la confirmation de ses craintes, dans chaque geste de Muriel la preuve d'une stratégie calculée. Lorsqu'elle décida d'aller parler à Ève de l'adoption envisagée, ce n'était pas un acte anodin. Elle cherchait un appui, une validation, peut-être même une alliance. Elle voulait exposer la situation sous son angle, faire entendre sa version, convaincre que ce qui se préparait n'était pas une simple évolution familiale, mais une erreur aux conséquences potentiellement graves. Ève, de son côté, se trouvait déjà dans une position délicate. Le procès approchait, avec son lot de pression, d'incertitude, de responsabilité. Elle devait témoigner, affronter le regard des autres, porter une parole qui aurait un poids réel dans l'issue de l'affaire. Dans cet état de tension, l'intervention de Catherine ne pouvait que renforcer son trouble. Pendant ce temps, Manu tentait de concilier ses engagements professionnels et personnels. Son impossibilité d'être présent le jour du témoignage d'Ève pesait sur lui, révélant une forme de frustration, presque d'impuissance. Ève, avec une force tranquille, cherchait à le rassurer, affirmant qu'elle était prête. Mais derrière cette assurance, il y avait une tension palpable, une conscience aiguë de l'importance du moment à venir. Dans ce jeu complexe de relations, de décisions et de révélations, Johanna continuait d'avancer, portée par une détermination de plus en plus claire. Ce qu'elle avait découvert ne pouvait rester sans suite. Elle savait que chaque pas devait être calculé, que chaque action devait s'inscrire dans une stratégie cohérente. Mais au-delà de la stratégie, il y avait une conviction, simple mais puissante, elle ne pouvait pas fermer les yeux. Et quelque part, dans cette certitude, se dessinait déjà la suite. Une suite faite de confrontations, de révélations, de choix difficiles. Une suite où la vérité, désormais dévoilée, ne pourrait plus être ignorée sans conséquence. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Johanna prenait pleinement conscience de la portée de ce qu'elle venait de mettre au jour. Ce n'était plus une simple affaire de relogement mal géré, ni même une négligence administrative. Ce qu'elle entrevoyait désormais ressemblait à un système organisé, structuré autour d'une logique implacable, gagner du temps, désorienter les locataires, et, au moment opportun, les contraindre à accepter une issue qui n'avait jamais été pensée dans leur intérêt. Cette prise de conscience ne se traduisait pas immédiatement par une action spectaculaire. Au contraire, elle s'accompagnait d'un retour à une forme de calme intérieur, presque stratégique. Johanna savait que la précipitation serait son pire ennemi. Elle devait avancer avec précision, rassembler des éléments, construire un dossier capable de résister à toute tentative de contestation. Dans ce processus, une étape s'imposait naturellement, confronter, à nouveau, Guillaume Sérignan. Mais cette fois, le rapport de force n'était plus le même. Elle ne venait plus chercher des réponses, elle venait tester une vérité déjà presque acquise. Lorsqu'elle reprit contact avec lui, le ton était subtilement différent. Toujours maîtrisé, toujours professionnel, mais avec une fermeté nouvelle, une tension sous-jacente qui ne pouvait échapper à un interlocuteur attentif. Elle évoqua l'immeuble, les logements censés être disponibles, les démarches en cours. Elle ne révéla pas tout, pas encore. Elle cherchait avant tout à observer, à analyser la réaction de Sérignan face à des questions de plus en plus précises. L'homme, fidèle à lui-même, conserva son assurance. Il parla d'Inès, de procédure, de délai, comme si tout était parfaitement sous contrôle. Mais derrière cette façade, quelque chose semblait vaciller. Ce n'était pas une erreur flagrante, ni un aveu involontaire. C'était plus subtil, presque imperceptible, un léger décalage entre les mots et leur intention, une hésitation trop brève pour être relevée par un regard inattentif, mais suffisamment présente pour éveiller la vigilance de Johanna. Elle comprit alors que la vérité n'était pas seulement enfouie dans les faits, mais aussi dans les silences, dans les non-dits, dans ces micro-réactions qui trahissent ce que les mots s'efforcent de dissimuler. Pendant ce temps, chez les Perrault, une décision mûrissait lentement, nourrie par les événements récents et les informations rapportées par Johanna. Ce qui n'était encore, quelques jours auparavant, qu'une possibilité lointaine devenait peu à peu une évidence, il devait se battre. Cette évolution ne se fit pas sans douleur. Elle impliquait d'abandonner l'espoir d'une résolution rapide, de s'engager dans un processus long, incertain, potentiellement éprouvant. Mais elle offrait aussi une alternative à la résignation,
une manière de reprendre le contrôle, même partiellement, sur une situation qui leur échappait depuis trop longtemps. Mélanie, en particulier, incarna ce basculement. Sa posture, jusque-là marquée par la prudence et le pragmatisme, laissait place à une détermination nouvelle. Elle comprenait désormais que la passivité ne les protégerait pas, qu'elle ne ferait que renforcer le système qui les écrasait. Salomé, quant à elle, trouvait dans cette décision une forme de soulagement paradoxal. Certes, le combat à venir l'effrayait, mais il lui donnait aussi un cap, une direction, une raison de ne pas céder à la peur. L'idée de partir à Béziers ne disparaissait pas totalement, mais elle cessait d'être une fatalité immédiate. Pablo, fidèle à son tempérament, accueillit cette évolution avec une énergie renouvelée. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement de chercher des solutions alternatives, mais de s'inscrire dans une dynamique collective, de soutenir une décision qui redonnait du sens à leur situation. Dans un autre registre, les tensions autour de Boris, Muriel et Catherine atteignaient un niveau de plus en plus critique. La détermination de Catherine ne faiblissait pas. Bien au contraire, elle semblait se renforcer à mesure que les événements confirmaient ses craintes. Elle ne voyait dans le projet de mariage et d'adoption qu'une mécanique parfaitement orchestrée, une progression logique vers une prise de contrôle du patrimoine familial. Son échange avec Ève s'inscrivait dans cette logique. Elle ne cherchait pas simplement à partager ses inquiétudes, mais à convaincre, à rallier, à créer un écho à sa propre perception. Elle exposait les faits sous un angle précis, mettant en avant les risques, les conséquences, les incohérences qu'elle percevait dans les choix de Boris. Ève, déjà fragilisée par la pression du procès à venir, recevait ces paroles avec une attention mêlée de trouble. Elle n'était pas insensible aux arguments de Catherine, mais elle percevait aussi la dimension émotionnelle, presque obsessionnelle, qui les sous-tendait. Elle se trouvait dans une position délicate, tiraillée entre compréhension et prudence. De son côté, Boris continuait d'avancer sans se retourner. Son refus de pardonner à Catherine n'était pas simplement une réaction ponctuelle, mais une posture durable, ancrée dans une volonté d'indépendance. Il ne voulait plus être influencé, plus être jugé, plus être guidé. Il revendiquait son droit à décider, même si cela impliquait de rompre avec une partie de son passé. Muriel, à ses côtés, jouait un rôle plus discret, mais tout aussi déterminant. Elle ne cherchait pas l'affrontement direct avec Catherine, préférant avancer dans une forme de constance silencieuse. Cette attitude, loin de désamorcer les tensions, pouvait parfois les amplifier, en donnant à Catherine le sentiment d'une manipulation subtile, d'une stratégie plus profonde que ce qu'elle laissait paraître. Dans ce climat déjà chargé, la préparation du témoignage de Charles ajoutait une couche supplémentaire de complexité. Réunis pour anticiper ce moment clé du procès, Boris, Muriel et Charles tentaient de construire une approche cohérente, capable de susciter l'empathie sans tomber dans l'excès. Muriel, avec une lucidité froide, évoqua la possibilité pour Charles de laisser transparaître une certaine fragilité, une émotion contrôlée qui pourrait influencer la perception des jurés. Mais elle insista également sur la nécessité de ne pas en faire trop, de rester crédible, authentique. Cette réflexion, presque stratégique, révélait une compréhension fine des mécanismes en jeu, mais aussi une capacité à instrumentaliser l'émotion dans un cadre précis. Pendant ce temps, Johanna, isolée dans son bureau, poursuivait son travail avec une intensité presque silencieuse. Elle relisait les documents, confrontait les informations, cherchait à établir des liens, à construire une démonstration solide. Mais au-delà des éléments matériels, c'était une conviction qui prenait forme en elle, de plus en plus claire, de plus en plus difficile à ignorer. Elle ne pouvait plus rester dans une position neutre. Ce qu'elle avait découvert sur Sérignan dépassait le cadre d'un simple litige. Cela touchait à une question de justice, d'équité, de responsabilité. Et dans ce contexte, son rôle prenait une dimension nouvelle, presque inévitable. Elle savait que la suite impliquerait des choix, des confrontations, des risques. Elle savait que rien ne serait simple, que chaque avancée pourrait entraîner des résistances, des tentatives de dissimulation, des pressions. Mais elle savait aussi une chose essentielle, la vérité était désormais là, à portée de main. Et une fois révélée, elle ne pourrait plus être contenue. À ce stade, plus rien ne pouvait être considéré comme stable. Chaque personnage avançait désormais sur un fil, tendu entre ce qu'il croyait maîtriser et ce qui lui échappait déjà. Pour Johanna, cette sensation prenait une forme presque physique, comme une pression constante dans la poitrine, un rappel que le temps jouait contre elle, mais aussi contre ceux qu'elle cherchait à défendre. Elle passa de longues heures à structurer ce qu'elle avait découvert, à organiser les éléments de manière à faire émerger une cohérence irréfutable. Les appartements vendus, les promesses maintenues en surface,
les réponses diluées de Sérignan, tout devait s'imbriquer dans une démonstration claire, sans faille, capable de tenir face à n'importe quelle contestation. Mais plus elle avançait, plus une question revenait avec insistance. Jusqu'où ce système allait-il? Était-ce une dérive ponctuelle, ou bien un mode de fonctionnement répété, appliqué à d'autres dossiers, à d'autres familles? Cette interrogation, loin de la ralentir, renforçait sa détermination. Elle ne pouvait pas s'arrêter à une simple réparation individuelle. Ce qu'elle affrontait avait des ramifications plus larges. Dans le même temps, les Perrault avaient franchi un cap invisible mais décisif. L'idée de se battre ne relevait plus de l'hypothèse, elle devenait une ligne de conduite. Ce choix, aussi difficile soit-il, apportait une forme d'énergie nouvelle, presque inattendue. Mélanie, autrefois prudente, se montrait désormais plus directe, plus engagée. Elle ne cherchait plus à ménager une éventuelle négociation, mais à comprendre comment attaquer, comment se défendre, comment transformer leur position de faiblesse en un levier. Cette transformation n'effaçait pas la peur, mais elle la canalisait, lui donnait une direction. Salomé, elle, vivait cette évolution avec une intensité particulière. Chaque nouvelle information, chaque avancée de Johanna, venait nourrir une forme d'espoir fragile, mêlée d'angoisse. Elle savait que la route serait longue, incertaine, mais elle refusait désormais de se voir comme une victime passive. Ce changement intérieur, discret mais profond, modifiait sa manière de percevoir les événements. Pablo, fidèle à sa nature, devenait le moteur de cette dynamique collective. Il encourageait, proposait, stimulait. Sa manière de refuser l'abandon créait un élan, une cohésion qui manquait jusque-là. Même dans les moments de doute, il maintenait cette idée simple mais essentielle, tant qu'ils agissaient, rien n'était totalement perdu. Pendant ce temps, du côté de Sérignan, le calme apparent masquait une tension plus sourde. Face aux nouvelles sollicitations de Johanna, il ne pouvait ignorer que le terrain changeait. Les questions devenaient plus précises, plus ciblées. Elles ne laissaient plus de place à des réponses générales ou à des promesses vagues. Il continuait pourtant à maintenir sa ligne, à répondre avec assurance, à invoquer des procédures en cours. Mais cette assurance, autrefois fluide, semblait désormais légèrement contrainte, comme si chaque mot devait être pesé avec plus d'attention. Il ne s'agissait pas encore d'une faille visible, mais d'un déplacement subtil, perceptible uniquement pour ceux qui cherchaient à voir au-delà des apparences. Inès, de son côté, poursuivait son rôle avec une rigueur presque mécanique. Elle s'appuyait sur les contrats, les textes, les clauses. Elle ne déviait pas, ne laissait pas de place à l'interprétation. Cette constance pouvait apparaître comme une force, mais elle révélait aussi une absence totale de remise en question. Pour elle, tout était déjà joué, inscrit dans un cadre légal qu'elle considérait comme suffisant. C'est précisément cette rigidité qui inquiétait Henrik. Depuis leur confrontation à la paillote, quelque chose s'était ancré en lui. Il ne voyait plus Inès de la même manière. Elle n'était plus seulement une interlocutrice difficile, mais le symbole d'un système qu'il jugeait profondément injuste. Cette perception ne le quittait plus. Elle influençait ses réflexions, ses réactions, sa manière d'interagir avec les autres. Il en parlait, tentait d'alerter, de partager ce qu'il ressentait. Mais il se heurtait parfois à l'incompréhension, à la prudence de ceux qui n'étaient pas encore prêts à franchir ce cap. Dans un autre registre, les tensions autour de Boris et Muriel continuaient de se cristalliser. Leur projet de mariage, loin de s'apaiser avec le temps, devenait un point de fixation. Chaque échange, chaque décision, chaque regard semblait chargé d'un sens supplémentaire. Boris, de plus en plus affirmé dans son choix, ne laissait plus de place au doute. Il avançait avec une détermination presque rigide, comme s'il avait besoin de prouver, à lui-même autant qu'aux autres, qu'il contrôlait la situation. Muriel, à ses côtés, conservait cette posture mesurée, presque impénétrable. Elle ne répondait pas aux attaques de Catherine, ne cherchait pas à convaincre. Elle avançait, simplement, avec une constance qui pouvait être perçue comme de la force, ou comme une stratégie. Catherine, elle, n'en démordait pas. Chaque événement renforçait sa conviction initiale. Elle voyait dans cette relation une construction artificielle, un enchaînement logique menant à une appropriation du patrimoine familial. Cette vision, nourrie par son expérience et son instinct, devenait de plus en plus difficile à remettre en question. Son échange avec Ève continuait de produire des effets. Ève, déjà fragilisée par l'approche du procès, se retrouvait à intégrer ces éléments dans une réflexion plus large. Elle ne savait pas encore quelle position adopter, mais elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait entendu. Parallèlement, la question de Thomas et de son adoption restait suspendue, comme une épée invisible au-dessus de tous. Les précisions apportées par Claudine continuaient de résonner. Une fois certaines étapes franchies, il serait presque impossible de revenir en arrière.
Cette irréversibilité donnait à chaque décision un poids particulier, une gravité qui dépassait le cadre immédiat. Dans ce contexte, Johanna poursuivait son travail avec une intensité qui ne faiblissait pas. Elle savait que le moment de vérité approchait, que les éléments qu'elle rassemblait allaient devoir être exposés, confrontés, défendus. Mais au-delà de la stratégie, une question persistait. Comment Sérignan réagirait-il lorsqu'il serait acculé? Continuerait-il à nier, à contourner, à temporiser? Ou bien laisserait-il apparaître, ne serait-ce qu'un instant, la réalité de ce qu'il avait mis en place? Cette incertitude ajoutait une dimension supplémentaire à la situation. Elle introduisait une tension presque dramatique, un point d'attente où tout pouvait basculer. Et dans cette attente, chacun avançait, parfois sans le savoir, vers un moment où les masques tomberaient. À ce stade, tout semblait suspendu à un point invisible, comme si chaque trajectoire individuelle convergeait lentement vers une confrontation inévitable. Johanna, plus que jamais, ressentait cette tension diffuse qui précède les moments décisifs. Elle n'était plus dans la phase d'observation, ni même dans celle de la simple construction du dossier. Elle approchait du moment où la vérité devrait être posée, clairement, sans détour, face à ceux qui s'étaient efforcés de la dissimuler. Dans son bureau, le silence avait pris une dimension particulière. Ce n'était pas un silence apaisant, mais un espace chargé de pensée, d'analyse, de projection. Chaque document relu, chaque note vérifiée, renforçait une certitude désormais impossible à ignorer. Le système mis en place par Guillaume Sérignan reposait sur une manipulation consciente, structurée, destinée à contourner les engagements pris envers des familles vulnérables. Elle savait que la prochaine étape serait délicate. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre, mais d'agir. Et agir impliquait de prendre des risques, d'entrer dans un rapport de force où chaque mot, chaque preuve, chaque timing aurait son importance. Pendant ce temps, chez les Perrault, la transformation était palpable. La peur n'avait pas disparu, elle était toujours là, tapie dans les silences, dans les regards échangés, dans les moments de doute. Mais elle n'était plus dominante. Elle avait laissé place à une détermination fragile mais réelle, une volonté de ne plus subir. Mélanie incarnait cette évolution avec une clarté nouvelle. Elle ne cherchait plus à comprendre si une solution amiable était encore possible. Elle cherchait comment tenir, comment avancer, comment ne pas céder. Cette posture, loin d'être naturelle pour elle, révélait l'ampleur du changement intérieur qu'elle avait traversé. Salomé, de son côté, portait encore en elle une forme de mélancolie, liée à l'incertitude de son avenir. Mais cette mélancolie n'était plus paralysante. Elle coexistait avec une énergie nouvelle, un refus de se laisser emporter sans résistance. Elle comprenait désormais que ce combat n'était pas seulement pour un logement, mais pour une forme de dignité, pour le droit de ne pas être traité comme une variable d'ajustement. Pablo continuait d'alimenter cette dynamique, presque naturellement. Sa capacité à maintenir une perspective active, à refuser l'immobilisme, jouait un rôle essentiel. Il n'apportait pas toujours des solutions concrètes, mais il maintenait une tension positive, une idée simple mais essentielle. Tant qu'ils étaient debout, ils n'étaient pas vaincus. Dans un autre registre, les tensions autour de Boris et Muriel atteignaient un point de non-retour. Leur décision de se marier, loin d'apaiser les choses, avait cristallisé les oppositions. Boris, désormais pleinement engagé dans son choix, ne cherchait plus à convaincre. Il imposait. Son refus de céder face à Catherine n'était pas seulement une réaction émotionnelle, mais une affirmation identitaire. Il voulait être reconnu comme un homme capable de décider par lui-même, même si cela impliquait de rompre avec les attentes familiales. Muriel, fidèle à sa posture, avançait avec une constance presque déroutante. Elle ne répondait pas aux provocations, ne cherchait pas à justifier ses intentions. Elle avançait, simplement, avec une détermination silencieuse. Cette attitude, loin de désamorcer les tensions, renforçait les soupçons de Catherine, qui y voyait la preuve d'une stratégie maîtrisée. Catherine, quant à elle, n'avait rien perdu de sa lucidité ni de sa combativité. Elle observait, analysait, anticipait. Chaque détail venait nourrir sa conviction initiale. Elle ne voyait plus dans cette situation une simple divergence d'opinion, mais une menace directe pour l'équilibre familial et patrimonial. Son échange avec Ève continuait de produire des effets en profondeur. Ève, déjà fragilisée par l'approche du procès, se retrouvait à intégrer ces éléments dans une réflexion plus large. Elle ne pouvait plus séparer totalement les différentes sphères de sa vie. Tout semblait interconnecté, chaque décision influençant les autres. Le procès, justement, approchait, avec son lot de tensions et d'incertitudes. La préparation du témoignage de Charles révélait une dimension presque théâtrale, où l'émotion devait être dosée, maîtrisée, orientée. Muriel, dans ce contexte, montrait une compréhension fine des mécanismes en jeu,
conseillant une posture qui pourrait influencer la perception des jurés sans basculer dans l'excès. Cette approche, à la fois pragmatique et stratégique, révélait une facette d'elle que peu soupçonnaient. Elle n'était pas simplement dans l'émotion, mais dans une lecture précise des enjeux, capable d'anticiper les réactions, de calibrer les effets. Pendant ce temps, Johanna atteignait un point de bascule intérieur. Elle savait que la vérité qu'elle détenait ne pouvait plus rester confinée à ses notes, à ses réflexions, à ses échanges confidentiels. Elle devait être exposée, confrontée, mise en lumière. Mais cette exposition ne serait pas sans conséquences. Elle impliquait de s'opposer frontalement à un système, à des intérêts, à des personnes qui n'avaient aucun intérêt à voir cette vérité émerger. Elle prit une profonde inspiration, consciente que ce moment marquait une transition. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Ce qu'elle avait découvert l'engageait, moralement autant que professionnellement. Dans ce contexte, une question persistait, comme une ombre en arrière-plan. Jusqu'où Guillaume Sérignan était-il prêt à aller pour protéger ce qu'il avait mis en place ? Cette interrogation restait sans réponse, mais elle introduisait une tension supplémentaire, une incertitude qui rendait la situation encore plus instable. Et pourtant, malgré cette incertitude, une chose était certaine, le temps des illusions était terminé. La vérité, désormais, avançait à visage découvert.